Ce shiur est dédié pour la refouach lema de Rachel Bat Esther, qui puisse avoir une grande refouach lema Bezrat Hashem, une grande guérison. Amen. Alors, on en est à Daf Chavav Amoudbet, page 26, deuxième page de la Gemara. On s'est arrêté la semaine dernière sur qui gardait, d'accord, on avait dit Beit Aftinas ou Beit Anitzot, on avait dit qu'en vérité il y avait deux étages, et puisqu'il y avait deux étages, à ce moment-là, qui gardait quoi? Est-ce que les enfants d'Aaron gardaient? Est-ce que c'était deux qui gardaient? Et est-ce que c'était deux de chaque côté? Est-ce que c'était Aaron d'un côté et Moshe Rabbeinu de l'autre? On avait dit il y avait une pièce en haut, une pièce en bas. Et donc on avait déterminé, on avait conclu en disant que les Kohanim gardaient du haut et les Lévim gardaient du bas. Donc là maintenant on rentre sur une nouvelle pièce, Beit HaMoked. Donc Beit HaMoked, rappelez-vous, Beit HaMoked c'est la fameuse pièce en coupole, en forme de coupole. Donc maintenant la Gemara va s'intéresser sur Beit HaMoked et va approfondir le sujet de la pièce par rapport aux informations que la Mishnah nous donnait. Beit HaMoked Kippa ou Beit Gadol Aya. La Gemara dit Beit HaMoked Kippa, c'est sous forme de coupole, ou Beit Gadol Aya, et c'était une grande maison. Alors vous vous rappelez, c'était une des trois pièces, effectivement, les Kohanim gardaient. Ok? Ça veut donc dire, puisque, a priori, on avait trois Kohanim cités dans le verset, je vous rappelle qu'il y avait Éléazar, Itamar et Aaron, et que les Kohanim sont censés garder trois pièces, ça veut dire qu'a priori, chacun garde une des pièces. Beit Aftinas, Beit Anitzot et Beit HaMoked. Ça veut donc dire que dans cette pièce de Beit HaMoked, si vous prenez... Mais Beit HaMoked, c'est tout le bâtiment, non? C'est un morceau du bâtiment dans le temple. Beit HaMoked, vous le voyez, elle est ici. Vous voyez là, c'est cette pièce-là. Oui, donc là, vous avez le temple, vue de haut, et Beit HaMoked, elle est ici. D'accord? Ok? Mais ces pièces, elles n'existaient pas au moment du Mishkan. Beit HaMoked. Alors même si on n'avait pas la pièce qui était déterminée, on avait un espace Dans le Mishkan dans le Mishkan qui était l'espace réservé pour la même tâche, obligatoirement. Ben, je sais pas. Ben oui, et comment tu fais? Il y a des pièces. Oui. Ça se passait, le Mishkan c'était la même chose que le Beit HaMikdash. Pour moi, dans le Mishkan, il y avait le Kodesh, et c'est tout. Il y avait des pièces, obligatoirement, tu avais des endroits où les choses étaient déterminées, de part et d'autre. Donc il y avait l'équivalent du Beit HaMoked, sauf que c'était au niveau du Mishkan. Okay. Et du reste, à partir du moment, effectivement, où si les pièces n'existent pas, tu dis, si les pièces n'existent pas, alors pourquoi tu peux déduire que tu en as trois qui gardent? Si tu en as trois qui gardent, donc ça marche pas. Donc ça veut dire que les espaces étaient alloués, sauf qu'ils n'étaient pas évidemment de la même superficie, mais on avait obligatoirement des espaces. Les Kohanim, ils étaient aussi là. Il y avait aussi le Machané Keuna, où les Kohanim étaient. Donc ça veut dire l'espace où les Kohanim devaient être. Il y avait donc une garde qui était observée. Donc les Kohanim devaient garder également le temple, à trois endroits différents. D'accord? On avance. Beit HaMoked Kippa ou Beit Gadol Aya. On a dit que c'était donc une grande pièce. Et donc il y avait un shomer, un garde, donc un Kohen, qui gardait à cet endroit-là. La Gemara dit comme ça, Vechad, shomer hu, de'ava Beit HaMoked. Est-ce qu'il y avait vraiment un seul garde en Beit HaMoked? Il n'y avait vraiment qu'un seul. Ou minehi, on a dit, on a objecté. Dans une Mishnah de Masechet Midot, on avait déjà cité Masechet Midot pour faire la comparaison, où dans Masechet Midot, on parle également des mesures et de certaines choses qui concernent le temple. C'est écrit là-bas, Shne Shearim Ayu Bebeit HaMoked. Il y avait dans Beit HaMoked deux portes. Echad, une qui était du côté nord, Patouach Lacheil, ouverte sur le Cheil, et là vous la voyez très précisément. Regardez. Le Cheil, c'est, vous voyez, toute cette limite qui est autour du temple. D'accord? Cet espace vide. Du reste, c'est marqué Cheil, vous voyez? Ici. Et vous voyez la porte, Beit HaMoked, vous voyez qu'il y a une porte ici? On la voit la porte, on la voit assez bien. Donc, la Gemara dit donc, il y a, donc du côté nord, on avait une porte ouverte sur le Cheil. Ve'echad. Et une patouach la Hazara ouverte sur la Hazara. Et on le voit également, la porte qui est ouverte, qui est ouverte sur la Hazara. Donc la Hazara, vous la voyez, vous voyez très bien qu'il y a une porte aussi ouverte. Donc vous avez une porte là, une porte là. D'accord? Alors, Amar Rabbi Yehuda dit,
basé, donc toujours dans la Masechet Midot, dans la Mishnah de Masechet Midot, basé dans cette porte-là, chez l'Ichnasim la Hazara, où on rentrait dans la Hazara, donc la porte qui communiquait entre l'espace où le peuple juif pouvait se trouver. Et rappelez-vous, on avait déjà déterminé que c'était très important d'avoir un espace qui est directement accessible où le peuple juif peut rentrer, parce que c'est justement ce qui permet de pouvoir savoir que si une personne est en état d'impureté, un col est en état d'impureté, il peut malgré tout se trouver dans cette pièce-là et ça ne va pas poser problème. Parce que s'il est à cet endroit-là, il n'est pas aligné avec les endroits les plus saints, il est aligné avec les endroits qui lui permettraient a priori d'être dans une impureté moindre qui est celle du peuple juif. Alors c'est marqué là-bas que dans cette entrée qui était au niveau de la Hazara, Pishpash, il y avait une porte, Katan Hayalo. Il y avait une petite porte, ok? Donc à cet endroit-là, chez Bonichnasim, Livlosh Hazara. Et de cette pièce-là, qu'est-ce qu'on était en train de faire? On était, en fait, elle servait à pouvoir s'assurer de qu'on vérifie la Hazara. Alors, ça veut dire quoi vérifier la Hazara? C'est quoi cette histoire de vérifier la Hazara? Alors viens, le Mefarshim s'explique. En vérité, il faut savoir que la Hazara était l'espace, le sas de communication, d'accession en fait, entre les espaces les plus fermés et les espaces les plus ouverts. Donc lorsqu'on voulait vérifier que les Kohanim gardaient par exemple leur garde comme il fallait, qu'ils étaient bien en l'emplacement qu'il fallait, quelle était la solution? On ne pouvait pas pénétrer par les autres entrées puisque cette pièce-là, elle donnait, sinon sur les parties attenantes, aux parties les plus saintes. La seule porte qui nous permettait de vérifier si les Kohanim se trouvaient à l'endroit où il fallait, c'était justement cette porte-là qui donnait directement sur la Hazara. On pouvait avoir le Avbeddin qui vient, le Melech Israël qui vient. C'est pas impossible, qui viennent vérifier. Et donc, par cette porte-là, on pouvait vérifier. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que de cette Mishnah, on a en tout cas l'assurance qu'il y avait combien de portes dans Beit HaMoked? 2. Celle qui était du côté du Chei et celle qui était du côté de la Hazara. Donc s'il y a 2 portes, combien de gardes il devrait y avoir? 2 gardes. Et combien de gardes a priori il y a d'après le Passouk? Un seul, puisqu'on a dit qu'il y a 3 endroits gardés pour 3 pièces. Donc ça voudrait dire qu'il n'y en a qu'un seul qui est alloué à Beit HaMoked. Et s'il n'y en a qu'un seul qui est alloué à Beit HaMoked et qui a 2 entrées dans Beit HaMoked, comment on fait? Ça marche pas? Comment tu te mets entre les deux? Il se met dans le sas. S'il est au milieu. Ouais, ce que je... Non, mais justement, rappelez-vous. Si t'as une porte qui donne là et t'as une porte qui donne là, si tu te mets au milieu à l'intérieur, tu gardes les deux. Rappelez-vous, on avait dit que justement, toute la distinction entre les endroits où on garde pour les Kohanim et les endroits où on garde pour les Lévi'im, c'est justement de pouvoir accéder à l'endroit. La garde se fait à l'extérieur. On avait dit qu'il y avait aussi un garde à l'intérieur, mais dans l'absolu, à l'endroit où on est en train de parler, les gardes étaient à l'extérieur. Donc ils devaient être dans des endroits qui étaient accessibles. Comment tu peux être en même temps à l'extérieur du Chayil et à l'extérieur de la Hazara? C'est dans 2 espaces complètement différents. Donc c'est pas possible. Répond la Gemara. Bayout. Amar Abaye. Abaye dit Kivan Dega Beada Dekai, mais puisqu'elle se trouve en vérité l'une en face de l'autre. Alors, vous avez avancé le suspense. Sagilehu Bechad Shomer. C'est suffisant avec un seul garde. Alors, en vérité, parce qu'il pouvait regarder d'un côté de l'autre. Ça veut donc dire que oui, on a dit qu'à la base, les Kohanim devaient se trouver à l'extérieur, mais dans la mesure où il y a 2 entrées et un seul Kohen qui est disponible, comme on a déjà dit que dans certains cas, il est possible d'avoir aussi un garde à l'intérieur. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait une sorte de manivelle qui passait les clés de l'extérieur. Il y avait la manivelle qui permettait de faire passer le tiroir pour que les clés soient récupérées de l'intérieur et qu'elles soient gardées de l'intérieur. Alors c'est la même chose, il y a des possibilités d'être à l'intérieur. Et en tout cas, dans ce cas de figure-là, dit la Gemara, eh bien le garde pouvait se mettre exactement au milieu, comme vous l'avez si bien dit, entre l'endroit où il y a le Chayim et l'endroit où il y a la Hazara. Et comme ça, il garde comme les portes, elles sont attenantes l'une à l'autre. Ok. C'est le travail. Alors, on avance. On a dit qu'à l'intérieur de Beit HaMoked, il y avait quoi? Moukaf, Rovadim, chez les veines. Il y avait, rappelez-vous,
des bancs de pierre qui entouraient tout l'espace. D'accord? La Gemara, elle dit Rovadin Maïlinhu. Il dormait là, non? Ouais. Alors on avait dit, à la base de la Gemara, on avait dit il dormait. On avait dit. Et puis on avait dit ça. Après Rachid, on a vu que Rachid a dit qu'en fait c'était l'espace qui permettait de pouvoir accéder directement au lit. Ah, je l'ai pas regardé. C'est quoi ces Rovadim? C'est quoi ces bancs dont on est en train de parler? La Gemara, elle répond, elle dit Gizrata deitztabata. C'était en fait des pierres, des salles kebeu leitztabata, que sur elles, on pouvait accéder à des pierres plus hautes. Alors nous, on est en train de parler des bancs. Est-ce qu'on peut dire que un banc d'aujourd'hui, comme on peut voir, ça représentait les bancs qu'il y avait à l'époque? Non, c'est pas ça. En vérité, c'était une pierre qui était assez grande, mais assez large plutôt, mais assez basse également, qui permettait de pouvoir l'enjamber, monter dessus en fait, pour accéder à une pierre qui était plus haute. Donc en fait, ces Rovadim dont on est en train de parler, c'était comme des bancs, qui étaient en fait des pierres qui étaient suffisamment basses, des rochers suffisamment bas, sur lesquels on pouvait monter pour accéder à des pierres qui étaient plus hautes. D'accord? La Gemara, elle pose la question, elle dit mais attends, t'es en train de me parler qu'on avait des pierres qui étaient des rochers, mais automatiquement, s'ils étaient plus bas que certains, ils n'étaient pas bruts, ça veut dire qu'ils étaient travaillés quand même. Donc s'ils étaient travaillés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on avait mis à l'intérieur du Beth Amikdash, à certains endroits, des pierres qui étaient travaillées, qui n'étaient pas brutes. On a dit, mais comment c'est possible? Mais à vous, mais pas le Gavanim. Est-ce qu'on avait des pierres travaillées dans le temple? Rappelez-vous, c'est écrit très clairement dans la paracha. Fait actif, c'est écrit, là, ici c'est un verset de Melachim. Va'ba'it beibanoto. Et la maison, lorsqu'elle a été construite, donc on parle du temple, Even Shlema. C'était des pierres qui étaient entières. On ne pouvait pas, rappelez-vous, utiliser l'otivne et tengazit. On ne pouvait pas utiliser le garzen, on ne pouvait pas utiliser la ferraille pour pouvoir tailler la pierre. Donc si on ne pouvait pas utiliser... Alors comment on fait? Avec une autre pierre plus dure. Avec une pierre plus dure, est-ce qu'on est capable de tailler une pierre de façon... c'est compliqué. C'est pas évident, hein? Mais c'est une grande pierre. Imagine qu'on est en train de faire des bancs. On est dans une pièce. La question, elle est... De toutes les façons, on a vu que dans l'espace du Beth Amikdash, le temple il était tellement grand et les masses qu'ils ont transportées par des bêtes pour les monter jusqu'en haut, c'était incroyable. Donc ils utilisaient des bêtes qui montaient, c'était en haut d'une montagne. Donc c'était incroyable. Mais l'idée là n'est pas de savoir comment ils les ont mis en haut. L'idée de savoir, puisqu'on n'a pas le droit de tailler une pierre à l'intérieur du temple, comment est-ce possible de pouvoir parler qu'on avait des bancs. Un banc, c'est obligatoirement quelque chose qui est taillé d'une certaine mesure, pour pouvoir, avoir la possibilité d'accéder aux pierres qui sont les plus hautes. Ça peut pas être juste une pierre qui est plus ou moins quasi plate. Pourquoi ils auraient pas taillé en dehors du temple? Oh! Ça ne tombe pas ça? Répond la Gemara. Ah, c'est ça la douille. Ah, Marabaye et... Abaye Il n'avait dit... pas le droit d'être taillé du tout. Demitakne umaite meikara avne zutrata ve'avne ravrevata. Depuis le départ, déjà avant de rentrer dans le temple, on avait déjà amené des pierres un peu plus petites et des pierres un peu plus grandes qu'on avait déjà taillées, qu'on avait coupées à l'extérieur même du temple, d'après la mesure qui était nécessaire. Comment on le sait? Parce que c'est marqué aussi dans Melachim. Avne Eser Amot, va Avne Shmone Amot. On est en train de parler de pierres. Toute la structure du temple a des mesures bien précises. D'accord? Y compris ce qui est fait en pierre. Vous croyez qu'ils ont fait comment? Ils sont allés chercher, ils ont mesuré des pierres pour essayer de trouver la pierre qui fait exactement 10 amot, 5 mètres, et la pierre qui fait 4 amot qui fait 4 mètres. Et comment ils ont fait? Et si elle fait moins, on fait comment? Donc en fait, comme il a dit Nathan, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est qu'on n'a pas le droit de tailler la pierre avec le fer à l'intérieur du temple. Pourquoi? Parce que...
hormis le fait que c'est Mekabel Touma, on sait très bien que le fer, c'est l'objet qui peut causer la guerre. Et justement, le temple, c'est l'endroit de shalom, de paix, justement, pour cette même raison. Eh bien, David Amelech n'a pas eu le zérout, le mérite de pouvoir construire le temple. Il a eu le mérite de pouvoir trouver, acheter et déterminer l'endroit où le temple serait construit, donc le Harabaït, le Mont Moria, mais il n'a pas pu construire. Qui a eu ce mérite-là? Shlomo, son fils. Pourquoi David Amelech n'a pas eu ce mérite-là? Dieu lui a dit parce que comme tu as porté le glaive dans ta main, tu as mené des guerres nobles, c'est une tâche extraordinaire. Mais malgré tout, tu ne peux pas, toi, construire le temple. Parce que ne peut pas construire la maison de paix celui qui a certes permis d'apporter la paix, mais qui a apporté le glaive dans les mains. Shlomo n'a jamais fait la guerre. De toute sa royauté. Jamais. Shlomo n'a jamais eu une guerre. Tout le temps où Shlomo était roi, C'est le roi, celui qui menait quand même. et ça c'est la beauté. La beauté du règne de Shlomo Amelech, c'est qu'il était tellement incroyable que, on le sait, Malkat Sheba, la reine de Saba, elle est venue, Cléopâtre est venue, les gens venaient du monde entier pour justement voir la sagesse du roi Salomon. Ça veut dire que il est... C'était le même temps que le Shlomo. Cléopâtre, il y a plein de Cléopâtres. Ah oui, Toutes les filles de Pharaon s'appellent Cléopâtre. C'est un titre. Alors, c'est comme Pharaon, c'est comme César. Il y en a plein. Ouais. Donc, en fait, Jean de Oran. qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, le roi Salomon était tellement impressionnant que tout le monde s'abaissait devant sa sagesse. Tout le monde la reconnaissait, sa sagesse, à tel point que personne ne menait de guerre. Et donc le roi Salomon a eu le mérite, le scout de pouvoir construire le Beth Amikdash. Donc, sur le même principe, de la même façon que le temple est la maison de Dieu, et puisque c'est la maison de Dieu, eh bien, on ne peut pas porter le glaive à l'intérieur. Cela n'empêche, on peut très bien tailler les pierres à l'extérieur et les amener de cette façon. Et c'est ce qui s'est passé. Ikea, il l'a monté avant le même. Il a trois coups de C'est vis à déjà mettre. transporté si tu les tailles avant. Non, mais l'Avdavka, parce que regardez, je vais vous expliquer pourquoi. Quand Betzalel il a construit le Beth Amikdash, au Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il y a eu une discussion entre Moïse et Betzalel. Betzalel, l'architecte du Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on met avant? On met la structure, on met le couvercle. Elle dit, quand on construit une maison, on construit la structure, après on met le virté. Le couvercle, c'est la même chose. On va construire les murs et après on mettra ce qu'il y a au-dessus. Il lui a dit, si déjà la maison de Dieu c'est une maison, alors on doit la construire comme une maison se construit, avec des règles. Sur le même principe. Tu construis ton lit Ikea à l'extérieur de la maison et après tu rentres. Donc, tu vois bien qu'il y a aussi ce sujet-là de construire à l'intérieur même de la maison. De construire une maison et de le faire à l'intérieur. Oui, et pourtant, c'est pas comme ça. Dans ce cas-là, les pierres, certainement qu'une fois que les pierres elles étaient à l'intérieur et qu'elles étaient taillées, ensuite on a fait les assemblages, etc. Parce qu'il y avait besoin d'assembler. Mais dans l'absolu, on taillait les pierres déjà à l'extérieur avec le fer et après seulement on rentrait.